Bonjour à tous et bienvenue pour cette nouvelle vidéo. Je suis ravie de vous retrouver pour aujourd'hui parler des blessures. Alors les blessures, on en parle toujours de manière, on en parle en substance comme ça à travers un peu toutes les vidéos. Mais là j'avais envie de faire un vrai focus que j'avais fait il y a longtemps dans un live, mais je sais que les lives sont moins regardés puis c'est très long. Donc je voulais refaire une vidéo là-dessus. Pour essayer de définir ce qu'est une blessure et ce qui n'en est pas, parce que oui, tout n'est pas blessure. Toutes les émotions négatives ne sont pas des blessures. Tout ce qui fait souffrir ne sont pas des blessures. Il y a des choses qui en sont et d'autres qui sont simplement, je dirais, des éléments de la vie. Euh, et pourquoi j'ai envie de faire cette vidéo? Parce que il y a quand même dans le développement personnel une mode du bonheur tout puissant, une mode de l'être humain qui maîtrise complètement ses émotions, ou en tout cas presque peut-être qui n'en a plus, hein, avec cet état de pleine conscience, d'amour inconditionnel. On ressentirait plus rien, voilà, on n'aurait plus d'ego, plus de souffrance, plus d'attente. Bon courage pour ceux qui visent cet état. En tout cas, c'est pas mon école, ça me fait pas beaucoup rêver, je sais pas vous. Moi, je crois que c'est vachement mieux de ressentir des choses, plein de choses, des choses fortes. Mais l'idée de ressentir, en fait, de vivre, hein, globalement, c'est un peu ça l'idée que j'ai envie de diffuser. Mais on s'aperçoit parfois que, effectivement, il y a certaines choses, certaines émotions extrêmement fortes qui vont nous sembler de manière instinctive disproportionnée, trop forte, trop puissante par rapport à un contexte donné. On va s'apercevoir que parfois on ressent quelque chose qui va plus nous empêcher d'avancer, qui va peut-être nous handicaper dans un sens ou dans l'autre. Et quand on sent que ce qu'on ressent est quelque chose qui amène de l'immobilisme plutôt que de l'évolution et du mouvement, alors on peut parler de blessure. Je vais donner un exemple concret sur une même situation où dans un cas on pourrait parler de blessure et dans l'autre c'est juste la vie en fait. Euh, je vous donne un exemple. Imaginez que vous fassiez une rencontre d'une femme ou d'un homme. Vous faites une rencontre et puis voilà, il y a un premier rendez-vous, un premier échange, une première journée, quelque chose d'assez agréable. Les choses se passent bien, il y a le cœur qui bat, on se dit tiens, il y a de la séduction, quelque chose, une rencontre, ok? On imagine que cette rencontre dure un petit peu et puis il y a une nuit, je sais pas, il y a un week-end, enfin l'histoire démarre. Et puis tout d'un coup, plus de nouvelles de la femme ou de l'homme que vous avez rencontré. Là, il va y avoir deux types de réactions. Il va y avoir deux types de réactions qui sont les mêmes, hein. Une incompréhension, du questionnement, et puis bah un truc pas très agréable à l'intérieur de soi, quoi. Un truc un peu souffrant. Oui, on avait quand même des attentes. On aurait aimé que, on avait un peu d'espoir. Jusque-là, tout est normal. Et donc, bah, si la personne ne donne plus jamais de nouvelles, c'est extrêmement douloureux, c'est extrêmement désagréable, à plus ou moins grande échelle. Quelque chose qui relève de la vie normale, eh ben, on va peut-être pleurer, on va peut-être s'énerver, on va peut-être être en colère. Oui, on va peut-être avoir envie bah, de régler ses comptes avec l'autre, ou à contrario, on va peut-être avoir une réaction de dire, bon, de toute façon, je m'en fous, mais ça va nous miner, on va peut-être rêver de ça, et puis pendant une semaine, 15 jours, on peut ne pas être bien avec ça. Tout en gardant l'idée que bah, on sait que c'est un truc, une séquence désagréable, on sait que c'est un moment pas génial, mais qu'il y a une suite à tout ça, et que cette personne-là, on la connaît pas depuis très longtemps, et qu'on va pouvoir l'oublier, et que c'est ok que ça fasse mal, parce que c'est normal que ça fasse mal, parce qu'on était tombé un peu amoureux, parce qu'on avait des attentes, des espoirs, etc. Et puis on continue. Et bien sûr, pendant ce laps de temps qu'on évoque, c'est désagréable. Mais c'est d'accord, on est d'accord avec ce truc-là. C'est un peu comme on est d'accord avec le fait que si on met la main dans le feu, ça brûle. Donc a priori, bon, on a appris ça quand on était très jeune, on ne le refait pas. Mais si jamais il y a un accident de la vie, si jamais on n'a pas compris que la plaque était allumée à 5 et pas à 2, si on croyait que le fer à repasser était éteint et qu'en fait il est allumé, si on n'a pas fait gaffe en mettant la main dans le four, parce que finalement
La vie, c'est prendre des risques en permanence. On prend toujours des risques. À chaque fois qu'on démarre une nouvelle histoire d'amour, on prend un risque. Chaque nouvelle rencontre est un risque. Donc en fait, quand on vit une expérience douloureuse, donc on se rebrûle, mais qu'on est d'accord avec le fait d'avoir pris ce risque-là, ou qu'on sait que c'était un accident, et que oui, on va garder la trace de la brûlure, et que peut-être pendant une semaine, il va falloir prendre bien soin de soi et se mettre de la pommade, mais qu'après, ça va aller. Ça fait partie de la vie. Voilà, c'est quelque chose de très naturel, de très normal. Il y a beaucoup de demandes en cabinet, il y a beaucoup de demandes d'ailleurs partout, hein, de gens qui aimeraient ne plus souffrir même d'une aventure. Il y a beaucoup de gens qui viennent en disant, voilà, j'aimerais ne plus avoir d'attente, j'aimerais aimer sans attente, etc. Quel dommage en fait. Par contre, donc vous voyez là, c'est pas des blessures. Ce type de choses-là ne sont pas des blessures. C'est la vie, c'est l'émotion, c'est le risque de vivre, le risque d'aimer. Voilà. Et c'est ça qui fait qu'on est vivant. Et puis, donc d'abord, quand je dis que c'est dommage d'avoir cette demande d'arrêter de prendre des risques, eh bien, c'est parce que c'est une demande presque de non-vie, quoi, d'apathie. Alors, il y a tout un... c'est un débat philosophique, hein, où réside le bonheur? Est-ce que le bonheur réside dans l'absence de souffrance ou est-ce que le bonheur réside dans sa capacité à ne jamais avoir assez souffert pour toujours pouvoir prendre le risque de souffrir à nouveau? Moi, je trouve que c'est très beau ça. Euh, et c'est d'ailleurs ce qu'on retrouve, hein, dans les courants de spiritualité. Vous avez une spiritualité finalement très vivante, très humaine, où on va apprendre la gestion des émotions, où on va se connecter avec l'autre avec un grand A, avec le vivant, avec l'autre humain, euh, avec sa dimension humaine, et c'est très beau, et on va avoir des échanges assez intenses et profonds. Et puis il y a une deuxième école, voilà, l'école de la pleine conscience, l'école de ne plus ressentir, de l'amour inconditionnel, d'accepter de souffrir, de ne plus avoir d'ego. Bon, voilà, donc il y a deux choses opposées. Et ce qui va relever d'une blessure, en fait, eh bien, dans la même situation, donc je vous la réexpose pas, vous vous en rappelez, eh ben, la personne donc s'éloigne ou ne tombe pas amoureux de nous, ce qu'il est absolument en droit et tout à fait libre, en fait, de faire et de ne pas ressentir. Et là, il y a un aspect, il y a quelque chose qui nous tue à l'intérieur. Et là, là, on meurt. Il y a quelque chose qui emporte dans un désespoir total, dans des angoisses immenses. On va rester d'abord bloqué sur ce truc-là pendant très très longtemps, voire des années. C'est ce qu'on va retrouver dans le modèle flamme jumelle d'ailleurs. Et l'autre, à ce moment-là, du coup, a le droit de vie ou de mort sur nous. On a donné les clés de chez soi à quelqu'un d'autre. Il n'y a plus cette espèce de ressource intérieure. Il n'y a plus, ou il n'y a pas cette solidité intérieure, cette terre intérieure qui fait qu'on est capable de continuer de marcher. C'est ce qu'on va appeler la nuit noire de l'âme pour certains, mais bon, qui va durer très très longtemps, hein, du coup, quand on parle de blessure. La nuit noire de l'âme, ça n'est jamais, hein, quand on parle des flammes jumelles, ça n'est jamais que ce moment où on est plongé la tête la première dans toutes nos blessures. Donc voilà, on y est. Du coup, une blessure, comment ça va se manifester? D'abord, c'est ça, c'est quelque chose qui nous arrête qui arrête la vie. Ça arrête la vie, ça arrête le demain, ça arrête l'espoir, ça arrête la suite. C'est comme si on arrêtait de grandir. C'est comme un enfant qui reste à l'âge qu'il a. S'il vit une expérience douloureuse. Et quand on est blessé, quand on a des blessures, eh bien, on va s'apercevoir qu'on va rentrer dans une vie assez compliquée, hein, où on va vivre selon une double contrainte. Quand on a une blessure, c'est-à-dire que soit la situation doit se passer exactement comme on en a besoin, parce que nos besoins sont immenses, sont viscéraux, ce sont des besoins de vie, voire de survie. On va y revenir à ça. Soit, faut pas que ça se passe du tout. C'est la double contrainte. C'est-à-dire, cette histoire doit s'arrêter
ou l'autre, il faut qu'il soit là comme j'en ai besoin, parce que sinon c'est trop dur, parce que sinon ça me fait trop mal, parce que sinon j'en peux plus, sinon je dors plus, je mange plus, je suis en dépression. Et quand j'ai pas de texto, en fait, j'arrive plus à vivre. J'arrive plus à vivre. Il y a cette double contrainte, la nécessité que ça se passe ou que ça s'arrête pour nous en libérer. Les deux sont souffrants. Et cette double contrainte nous empêche de vivre toutes les nuances de relations à l'intérieur, qui pourraient d'ailleurs permettre une construction saine. Bon, ça, je pense que c'est OK. Du coup, une blessure, je voudrais juste expliquer un petit peu comment ça se construit, comment ça naît une blessure. Il y a un espèce de fantasme, qui n'est pas tout à fait un fantasme, parce que il y a quand même une grande part de vérité, hein, qui voudrait que les blessures, finalement, naissent dans l'enfance, quoi. Bon, alors ça, c'est la psychanalyse, hein, qui a évoqué ça. Moi, je trouve que c'est assez juste, hein, de toute façon. C'est Freud qui disait tout se passe avant 6 ans. Bon, peut-être un peu plus maintenant, mais globalement, c'est à ce moment-là. Hein, j'avais fait une vidéo sur le système d'attachement. C'est dans la prime enfance, en fait, hein, qu'on apprend l'équilibre émotionnel. Qu'on apprend comment est-ce que je suis aimée, comment je reçois l'amour, comment je dois interagir avec les autres, mes parents, donc les premiers êtres de ma vie, pour recevoir protection, pour recevoir amour, pour recevoir regard, pour recevoir sécurité. Donc c'est un apprentissage, effectivement, plutôt dans l'enfance. Mais la vie, on va dire, hein, on va dire que là c'est l'enfance, et puis il y a le reste. Finalement, une blessure, ce ne sont que des expériences subjectives. Ce qui est une blessure pour moi ne va pas forcément l'être pour quelqu'un d'autre. C'est toujours une expérience intérieure. On va vivre des choses, donc dans l'enfance, et puis tout au long de la vie. À 25 ans, j'ai un truc très traumatisant, quoi, par exemple. À 30 ans, j'ai un accident de la vie. À 40 ans, je divorce avec fracas. Hein. Tout au long de la vie, on peut se créer des blessures. Parce qu'en fait, une blessure, on pourrait presque utiliser un autre mot. Une blessure, c'est un traumatisme. C'est-à-dire, à un moment donné, une expérience subjective qui se fige, qui va créer un état de sidération intérieure. Un espèce de... Une sidération. Alors une sidération, ça peut être une dissociation, c'est-à-dire ça nous inhibe, ça nous anesthésie complètement. Ou alors, ça va nous marquer, ça va nous plonger et on va garder une empreinte extrêmement tenace de tout ça. C'est très vulgarisé, mais vous voyez. En gros, une blessure, c'est un trauma. C'est un état de sidération qui va rester figé dans le corps. Dans le cerveau, évidemment. Moi, je parle du cerveau, mais on peut aussi parler du corps, puisque de toute façon, le cerveau a bien besoin du corps pour se manifester, et pour parler, et tout ça, pour évoquer. Donc, quand on va vivre une situation, et qu'on va sentir que c'est disproportionné, que c'est bloquant, que c'est handicapant, que c'est trop souffrant, et qu'on ne veut pas vivre comme ça. Eh bien, c'est simplement parce que un événement X ou Y, est-ce que vous voyez? Oui, un événement X ou Y qu'on va vivre, donc une nouvelle rencontre amoureuse, c'est le sujet qui nous intéresse ici, une rupture, un truc qui fonctionne pas, ou même voilà dans le travail ou dans la famille, hein, quand on retourne le dimanche manger chez ses parents et qu'on s'aperçoit qu'on revit le même drame depuis toute sa vie ou depuis qu'il s'est passé quelque chose en telle année, eh bien c'est parce que l'événement, la configuration de l'événement vient reproduire en fait l'expérience subjective, l'expérience intérieure initiale qui peut s'être passé là et là. Cet état de sidération, cet état traumatique, moi dans mon jargon d'hypnothérapeute, on appelle ça des transes. Hein, ce moment où on fige quelque chose, on tamponne quelque chose, c'est-à-dire qu'on n'est plus complètement dans le présent, on enferme un bout de soi, un état de conscience dans un événement.
Il y a un état de conscience qui s'enferme dans un événement. Finalement, à chaque fois qu'on revit sa blessure, on revit cette transe, cet état de conscience originel dans l'enfance ou à d'autres moments de la vie. C'est pour ça que une blessure se travaille vraiment beaucoup mieux quand on va voyager dans ces états de conscience. Donc en hypnose, en EMDR, rythmo, EFT, etc. Parce que finalement, on voit bien que ça échappe à la volonté. Ça échappe à la décision. Je voudrais ne pas ressentir ça, mais je n'y arrive pas. Je voudrais avancer, mais je n'y arrive pas. Je voudrais lui écrire, mais je panique totalement. Je voudrais retrouver une sexualité satisfaisante, mais je n'y arrive pas, il y a un blocage. J'aimerais ne plus avoir peur de démarrer une relation, etc. Parce que finalement, on va s'apercevoir que une blessure, un traumatisme ancien, on parlait tout à l'heure du coup, est-ce que vous voyez? Oui, on a l'individu ici qui se met dans une double contrainte, c'est-à-dire mes besoins fondamentaux qui sont en fait la réponse au trauma. De quoi j'ai besoin ici quand je suis traumatisée? De quoi j'aurais besoin? À travers les rencontres, on va aller chercher la résolution de l'événement, donc on s'accroche à des besoins parce que ça devient un besoin vital, ou à contrario, on va l'éviter. C'est-à-dire, il faut que ça s'arrête, on va surtout pas le vivre. Et est-ce que ça vous rappelle pas quelque chose, cette petite double contrainte? Soit on évite, on fuit, on n'y va pas, soit on s'accroche parce qu'on a besoin et on va contrôler et on va verrouiller. Ça rappelle quelque chose à ceux qui connaissent la chaîne depuis longtemps, j'en suis sûre. Je prononce pas le mot, mais on est tous d'accord avec ça. Vous comprenez là où je veux en venir. Je reviens sur ce que je disais au tout début. Les gens qui veulent absolument guérir les blessures pour mériter l'amour, attention, peut-être qu'elle est là, la blessure. Hein. Finalement, pourquoi est-ce que je ne mérite pas l'amour tel que je suis? Ce modèle-là, du coup, dont j'ai largement digressé sur cette chaîne, que je n'ai plus envie de nommer comme ça parce qu'il enferme trop les gens, en fait, c'est deux névroses qui se rencontrent, deux traumas qui se rencontrent. Mais au-delà de ça, c'est surtout deux stratégies de compensation des blessures, des traumas si on veut, des trans archaïques pour moi, qui se rencontrent. J'ai eu tellement mal qu'aujourd'hui, j'évite complètement de le revivre. Je me suis construit de manière tellement dans l'ignorance. Voilà, je me suis construit de telle manière qu'aujourd'hui, j'évite, je fuis, je n'y retourne plus, je ne veux plus revivre ça. J'ai vécu un truc tellement difficile que maintenant, je ne veux plus ça arrive. J'ai vraiment besoin qu'on me sécurise, qu'on me rassure, qu'on me soigne, qu'on me guérisse, qu'on me prenne en charge. J'ai grandi de telle manière qu'aujourd'hui, j'ai besoin, blablabla, blablabla. Vous avez compris. Alors, évidemment, il faut agir là-dessus. Et puis, moi, j'ai aussi envie de porter un vrai message d'espoir avec cette vidéo, parce que le bonheur, il existe même quand on est blessé, hein, je vous rassure tout de suite. Le bonheur, il existe en fait même quand on est vivant, parce qu'on est tous blessés. Vous voyez, regardez mes doigts là. Moi, là, voilà, je me suis un peu gratouillée ici, j'ai une blessure. Voilà, j'ai quelques cicatrices sur le corps d'un bouton de varicelle, etc. Je l'ai déjà expliqué tout ça. On est blessé, ça n'existe pas. Hein. Le Karcher de la vie n'existe pas. Par contre, il y a un moment, juste, ces blessures vont pouvoir être tolérables. Hein, c'est cette idée de zone d'assouplissement dont j'ai parlé dans ma dernière vidéo. Et en fait, un couple qui va pouvoir marcher, c'est pas deux personnes qui sont toutes plates sans douleur. C'est juste deux personnes peut-être qui vont avoir des blessures et des traumas compatibles. Et effectivement, plus on est un petit peu guéri, plus on a un petit peu fait de travail sur soi, plus on est souple, et du coup, plus on peut être compatible avec plein de monde, quoi. Et moins on est stratégique en soi-même. Hein. On est stratège avec l'autre, surtout parce qu'on l'est en soi-même. Je donne un exemple avec cette blessure d'abandon.
Il y a plusieurs manières, en fait, d'être dans une double contrainte avec la blessure d'abandon. J'ai une blessure d'abandon, alors d'abord, je peux d'abord ne pas retourner, ne pas revivre d'histoire. Je ne vais pas m'engager. Hein, la blessure d'abandon, ça peut aussi être quelque chose qui va donner une fuite, hein, attention. Hein. J'ai une blessure d'abandon, donc je l'évite. Je l'évite, je ne m'engage pas. Et puis je vais rencontrer des gens et puis je vais toujours leur trouver tous les défauts du monde ou finalement, bah, la personne qui va tomber amoureuse de moi, bah, je vais trouver qu'en fait, ah bah en fait non, je m'ennuie et puis elle est pas bien. Bon, tout ça parce qu'en fait, je n'ai absolument pas envie de revivre cette blessure d'abandon. Donc j'évite. Et puis la blessure d'abandon, elle peut aussi donner de la dépendance affective. Donc on va tomber amoureux de gens qui sont pas dispo, mariés, loin, non engagés, qui nous aiment pas, ou qui veulent juste une relation fun. Parce que du coup, notre blessure d'abandon, qui est bien ancrée à l'intérieur de nous, on la revit, on la revit, on la revit, on la revit. Elle nous fait souffrir, hein. Mais on a tellement besoin qu'elle soit guérie que on va rechercher les mêmes conditions. On va revivre la même expérience subjective pour essayer de la régler. Bah, sauf qu'on ne peut pas la régler parce qu'en fait, on fait toujours pareil. Et puis, il y a aussi d'autres manières, c'est-à-dire qu'on va peut-être réussir à avoir des histoires, mais on va abandonner les gens en permanence. Et si ce n'est pas les gens qu'on abandonne, eh ben on peut abandonner ses enfants, etc., etc. Hein. Ça, je l'avais dit dans le live. Donc, vous voyez, déjà, il y a 3 manières de manifester cette blessure d'abandon. Il y en a probablement plein d'autres. Ça, on en parle hein, dans les consultations, hein, parce que c'est compliqué de faire du général là-dessus. Pareil avec ce qu'on va appeler la blessure de rejet. Soit on l'évite, soit on la cherche, inconsciemment évidemment, soit on la fait aux gens. Enfin, voilà, il y a plein de manières. Du coup, en quoi consiste un travail de guérison? Eh bien, par exemple, une blessure d'abandon qui serait guérie, ce serait de dire, ok, je sais dans mon histoire à quel moment c'est arrivé, je comprends quelles sont mes stratégies de protection de tout ça. C'est-à-dire, je comprends pourquoi je vais toujours chercher des personnes indisponibles pour continuer de me sentir abandonnée, et puis ça, je vais travailler là-dessus. Donc, on va aller, en recréant une transe, s'adresser à la transe primaire. Donc, en état d'hypnose, par exemple. On se réadresse à la transe primaire et on la pèse. On la pèse, on change l'expérience, on modifie l'empreinte. Du coup, ce qui va se passer ici dans la rencontre est apaisé et guéri. On n'a plus les mêmes besoins. On ne rejoue plus la même chose. On a changé notre disque. Ok? Pareil avec l'évitement. Je n'arrive pas à m'engager, je ne tombe jamais amoureux. Ok? On y va, on questionne et on va chercher à quel moment, quelle est la transe primaire de ça. Qu'est-ce qu'on évite? De quoi on se protège? Et on va apaiser ici. Et du coup, ici, cette stratégie va pouvoir s'assouplir. Peut-être pas s'arrêter totalement, hein, parce que je le redis encore, le Karcher de la vie n'existe pas. On ne peut pas être amnésique, par contre, on peut être guéri. Hein, on peut se mettre un petit pansement là-dessus, on en gardera la cicatrice. Donc on sait, on se rappelle hein, de ce qui s'est passé dans la vie. Sauf qu'on n'a plus mal de ça. On n'a plus mal de ça. Donc on n'a plus besoin de se battre contre ou pour. La bataille s'arrête, on peut se reposer enfin. Etc., etc. Vous avez compris le principe. Et donc, elle est là, en fait, hein, la vraie liberté, la vraie guérison. C'est juste de sortir de ces stratégies internes pour aller apaiser, éviter, guérir ou reproduire quelque chose qui nous a marqué. C'est l'idée d'aller changer son mode d'emploi intérieur. Est-ce qu'on change complètement qui on est? Non. On change sa capacité à pouvoir reprendre le risque de vivre, à continuer de vivre. Et ça, c'est quand même super chouette parce que la vie, elle est pas très très longue. Et c'est un petit peu ça, je pense, pour ça qu'on est né. Si jamais on a quelque chose à faire sur cette terre, qu'est-ce qu'on a à partager, qu'est-ce qu'on a à transmettre, qu'est-ce qu'on a à diffuser. Mon petit côté romantique, pardon, et romanesque aurait envie de vous dire l'amour, en fait. Hein. Pour moi, c'est une valeur fondamentale. Mais du coup, donnons-nous la possibilité de partager ça et d'en recevoir aussi, en s'occupant un petit peu de nous et en allant apaiser ce qui a besoin d'être apaisé.
Peut-être qu'à l'avenir, quand on continue, il y aura d'autres moments, il y aura d'autres trans qui vont recréer des trucs. Ok, très bien. Eh ben, on le refera, on retravaille. C'est pour ça que je me permets juste de faire une petite digression sur... il y a beaucoup de propos. Attention parce que là, je parle un peu d'hypnose. Attention finalement à choisir quelque chose qui relève de l'hypnose thérapeutique, hein, l'hypnose qui guérit. Il y a énormément de formes d'hypnose que je ne vais pas citer parce qu'elles ont toutes des noms rocambolesques, où on ne fait pas de la thérapie. On va juste voir, on va juste regarder, on va juste observer, faire une expérience. Ouais, ok, pourquoi pas. Mais en fait, parfois on renforce ça. Attention, je raconte une anecdote qui m'est arrivée il y a plusieurs années. Peut-être que la personne va se reconnaître, mais je vais rester floue évidemment pour ne rien trahir. Quelqu'un qui vivait une relation très souffrante, type flamme jumelle, on n'y arrive pas, il ne veut pas, c'est très compliqué, il s'engage pas, il me rejette et tout, et moi j'ai mal. Cette personne-là était pleine de blessures, évidemment, elle-même, et du coup, elle va voir un spécialiste, entre guillemets, des vies antérieures. Bon, c'est ok, hein, c'est une question de croyance, mais l'hypnose permet de voyager là où on a envie d'aller, en fait, donc il y a zéro contrainte. Mais en fait, la personne l'a emmené visiter une vie antérieure dans laquelle elle s'est vue être en fait une Allemande au moment de la Gestapo et du coup elle aurait dénoncé la famille, etc. Elle revient avec ce truc-là euh, qui est une expérience subjective, un état de conscience. Est-ce que c'est la vérité ou pas? Seul le cerveau le sait et seul je pense la vie après la mort nous apportera des réponses, mais en tout cas, elle revient avec un vrai trauma, quoi. Donc en fait, elle vit une relation traumatisante dans laquelle elle rejoue des stratégies, c'est-à-dire de rester accrochée à quelque chose d'extrêmement souffrant. Et finalement, dans une hypnose dite, je veux viser personne, donc je parle pas du mot. On la ramène en fait à vivre une expérience traumatique. Donc là, c'est la double peine, quoi. C'est-à-dire qu'elle revient dans la vraie vie en disant, en pensant qu'en fait, elle est responsable de tout. Donc attention à choisir des thérapeutes. Je pense que c'est super chouette de faire des expériences. Des expériences. Moi, j'en fais avec beaucoup de plaisir. On peut aller visiter des choses, mais on ne va pas guérir des blessures en allant visiter des choses. On fait des expériences. Et puis parfois, on ramène de mauvaises expériences. Ok? Donc voilà, si vous êtes dans une logique de guérison, on peut même aller guérir un truc dans une vie antérieure, c'est tout à fait possible. Si c'est votre croyance, si c'est ce que vous avez envie de faire, c'est tout à fait possible. Mais par contre, il faut que la personne que vous allez voir, elle injecte un petit protocole de guérison dans le voyage. Voilà, bon, ça c'était une aparté, mais qui me semble importante, parce que ça peut aussi être dangereux, finalement, de faire ça sans le cadre thérapeutique. Voilà, bon, c'était une aparté. Voilà ce que je voulais dire en gros sur les blessures. Donc, d'abord, dépathologisons. Il y a des choses qui sont juste un mouvement de la vie. La blessure, c'est quelque chose qui handicape. La blessure, c'est quelque chose qui empêche de vivre parce qu'on va s'imposer à soi-même une double contrainte et qu'on va s'empêcher de vivre tout un tas de nuances, tout un tas de configurations nouvelles, tout un tas de configurations qui peuvent muter. On va se punir. On va se punir de l'insouciance. On va se couper de l'insouciance. Et à ce moment-là, je pense qu'effectivement, on peut parler de blessure. Voilà ce que je voulais vous dire pour cette vidéo. Je reste évidemment joignable via mon mail, les prises de rendez-vous via Doctolib en cabinet ou à distance pour ceux qui ne sont pas à Paris, en hypnose, en rythmo, c'est un dérivé de l'EMDR, en EFT également, et puis aussi en stratégie psychosystémique, voilà. Tout ça pour que les choses avancent dans la relation. Je vous souhaite une très très belle journée et je vous dis à très bientôt. Au revoir.